décident tous les deux, Trotsky et Breton, que les femmes n'ont pas à fumer, que la cigarette c'est pour les hommes. Donc tout simplement, le grand surréaliste et le grand révolutionnaire interdisent à leurs femmes de fumer, qui évidemment en profitent pour aller fumer dans les salles à côté. Ce sont des petits détails, mais je trouve ça tellement intéressant. Il n'y a pas un surréalisme, il y a plusieurs périodes à l'intérieur du surréalisme. Si on prend les manifestes dont le musée ici a acquis le texte, il y a le premier manifeste qui ouvre le surréalisme dans un certain sens qu'on dirait plutôt vers la psychanalyse. Enfin, le point essentiel, c'est l'écriture automatique et la découverte de la psychanalyse qui doit entrer dans la création littéraire et artistique. Manifeste du surréalisme. Tant pour la croyance à la vie, à ce que la vie a de plus précaire, la vie réelle, s'entend, qu'à la fin, cette croyance se perd. Une phrase de Chalet. La chaise est toujours assise. Une phrase de Gerhard de Bruan, qui était comédien, proche du mouvement surréaliste. Nous ne sommes pas assez, rien du tout. Marcel Mariel, compagnon de la dernière époque, qui a fait inscrire cela comme épitaphe sur sa tombe, en verse, il n'y a aucun mérite à être quoi que ce soit, et Scribner, qui sera le grand ami de Magritte jusqu'à la fin de sa vie. Il y a d'ailleurs une anecdote assez tragique à raconter et en même temps hyper signifiante sur sa disparition. J'ai trop d'ambition pour en avoir. Quand on tombe sur un manuscrit d'Einstein, et dans le cas d'Einstein, ce qui était intéressant, c'est que moi je connais moins bien l'histoire de la genèse de la Relativité générale que Jean-Pierre Luminet, mais ce manuscrit, une fois qu'il est compris, permet de modifier ce qu'on dit de l'histoire de la Relativité générale. Et donc on se demande en fait, enfin moi je me demandais si je pourrais un jour exercer mes deux métiers. Finalement, à 30 ans, j'ai enfin publié mon premier roman, et en étant chef de clinique à l'hôpital Brosset, donc j'avais réussi ce défi-là, simplement ce défi-là, mais on ne réussit jamais à être écrivain alors qu'on réussit à être médecin. Nous tous, nous ne sommes pas obligés de consacrer des journées entières à aller ouvrir des cartons, à aller manipuler des vieux papiers oubliés de tous. Nous le faisons d'abord par plaisir. Et j'insiste là-dessus parce que je sais que tout le monde n'a pas du plaisir à manipuler des vieux papiers. Dans les vieux papiers, vous avez des choses qui peuvent être extrêmement humbles et qui néanmoins contiennent toute une époque, tout l'esprit d'une époque, la lettre d'un père à son fils. Et puis vous avez la même chose, mais à un degré supérieur, lorsque la signature est célèbre, lorsque vous avez effectivement des hommes d'État, des personnages historiques. Il y a dans les manuscrits de Gaulle, comme dans les manuscrits d'ailleurs de beaucoup d'hommes d'État, et beaucoup d'écrivains tout simplement, ce qu'on appelle des repentirs. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas dans le texte définitif, mais qu'on trouve dans les manuscrits. Et pour De Gaulle, évidemment, ça avait beaucoup d'intérêt. J'étais convaincu qu'il y avait sans doute ici et là des passages entiers, des paragraphes qu'il avait retirés, pour des questions qui n'étaient pas seulement littéraires, mais qui étaient aussi politiques, voire diplomatiques. C'est la République et l'État qui a fait que mon père, qui était à l'origine plutôt radical socialiste, est rentré dans le gaullisme et a suivi De Gaulle. Et donc, toute ma vie, c'est vrai que je n'ai pas de mérite, toute ma vie, elle est placée sous le signe du culte de la République.